Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Alors que la tempête tropicale Jerry progresse dans l'Atlantique, la Guadeloupe est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Des vents soutenus et des pluies intenses sont attendus dès jeudi soir, alors que plusieurs îles de la Caraïbe sont déjà en pré-alerte. Monsieur Cotreau, responsable du service de prévision de Météo France Guadeloupe, nous éclaire sur la question. Un reportage de Charlie Dagonia. Alors aujourd'hui, nous sommes en vigilance jaune, forte pluie orage sur la Guadeloupe, vigilance orange, forte pluie et orage sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc ces pluies, on les voit ici sur l'image satellite, concernent une bonne partie de l'arc antillais. Depuis la nuit dernière, on a relevé des valeurs importantes de cumul de précipitations du côté de Saint-Barthélemy. On a eu entre 60 et 120 mm de pluie en 3 heures sur cette zone. D'où le passage en vigilance orange. Donc ces pluies vont s'atténuer au cours de la journée, se décaler donc vers la Caraïbe et sous l'effet donc de l'arrivée de la tempête Jerry, donc qui est actuellement sur l'Atlantique et qui progresse dans notre direction, comme vous pouvez le voir sur la trajectoire qui est affichée ici, c'est la trajectoire officielle. Et donc on voit que le centre de Jerry devrait passer à une distance autour de 150 à 200 km à l'est de la Guadeloupe demain en début d'après-midi. Donc, comme on est du bon côté de la trajectoire, on sera assez peu impacté par les vents qui vont être plus forts dans la partie est. On aura les premiers effets demain jeudi dans l'après-midi, puis progressivement, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, des fortes pluies qui vont balayer l'ensemble de la Guadeloupe. On aura une dégradation de l'état de la mer, donc là on aura de la vigilance dès ce soir. Pour des effets attendus dès demain matin. Donc dégradation de l'état de la mer côté Atlantique, donc notamment du côté de la baie du Moule et dans le canal de Marie-Galante où on attend des creux de 2,50 m, voire plus, voire 3 mètres avec des périodes de 10 à 12 secondes. Donc c'est une houle qui va être énergétique et qui risque d'impacter le trafic de bateaux entre la Guadeloupe continentale et Marie-Galante. Il y aura aussi des vigilances qui vont concerner plusieurs paramètres concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc je vous invite à suivre attentivement l'évolution de la situation, sachant que là aussi pour Saint-Martin on est du bon côté de la trajectoire, donc une zone où il y a moins de vent. Et donc au niveau du vent, on n'attend pas de très fortes valeurs de vent. On devrait avoir des rafales jusqu'à 70-80 km/h tout de même. Par contre, on aura une direction du vent qui va s'orienter à l'ouest-sud-ouest, donc qui va perturber les activités portuaires et aéronautiques. Donc là aussi, attention, il risque d'y avoir des perturbations à ce niveau-là pour ces deux îles. Cette semaine, la France a connu une crise politique majeure. À peine nommé, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté la démission de son gouvernement le 6 octobre dernier, devenant ainsi le chef du gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir vos ressentis face à cette situation inédite. Un micro-trottoir proposé par Loïs Lane et Solène Fèvre. Le choc, puisque la veille, j'avais suivi un peu l'actualité sur la constitution du gouvernement, qu'on avait annoncé et tout. Et puis le lendemain, j'ai su au réveil que Lecornu avait démissionné. Donc c'est une vraie valse des premiers ministres. Donc là, on attend, on est spectateur en même temps, on subit. Et puis on verra la suite des événements. Ça fait plusieurs démissions comme ça et on voit que le Premier ministre, il n'a même pas essayé tout de suite, quelques jours après son élection, sa nomination, il a démissionné. Je trouve ça très inquiétant. On ne comprend pas où on va, on se dit qu'il n'y a pas de capitaine dans le navire en fait et ouais, c'est pas très agréable, c'est pas
on dira que ça n'instaure pas un climat de confiance et de sécurité, je pense. C'est la première fois en fait que je vois autant de gouvernements se succéder sans arrêt. Ils font quoi, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut prendre une décision et la décision c'est simple. S'ils n'arrivent pas entre eux à trouver des solutions pour faire avancer le pays, c'est qu'il y a un dénominateur commun qu'il faut éliminer. Et je pense que c'est le président. Peut-être temps de changer de président puisqu'il n'arrive pas à trouver de gouvernement. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Oui, enfin démission ou alors des présidentielles anticipées. Parce que là, s'il dissout de nouveau l'Assemblée, ça va être compliqué. Un nouveau Premier ministre, il nous a montré qu'il n'en est pas capable. Donc oui, peut-être des présidentielles anticipées. Personne ne s'entend. Tout le monde veut tirer la couverture vers lui en plus. Donc de toute façon, l'histoire de gouvernement, les gens qu'on fait, les Sciences Po, tout ça, il faut arrêter. Il faut mettre des gens, des salariés, des gens qui triment. C'est ça qu'il faut mettre au gouvernement. Envoyez-moi! La ville du Gosier a organisé la cérémonie de remise de médailles d'honneur communales à ses agents. Alors un moment de valorisation finalement et de reconnaissance. Le maire souligne l'importance de celles et ceux qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de la collectivité. Tout de suite les images d'Olivier Félix. C'est normal, après tout ça de temps passé, c'est eux les bras de la ville, c'est eux qui ont fait le travail, c'est eux qui embellissent la ville, c'est eux qui font fonctionner la ville. C'est tout à fait normal qu'on les récompense, qu'on les honore. Tant que je serai là, tant que je serai au pouvoir, les agents seront valorisés. Tant que je serai là, les agents, je devrais les remercier. C'est un devoir pour moi. Mais pour moi, c'est quand même une évidence parce que le travail, c'est presque une seconde nature, hein, surtout après 20 ans, voire 30 ans et même 40 ans de travail. Et valoriser les agents autour de ce petit objet qui est une médaille, hein, c'est vraiment une grande chose. C'est vraiment une grosse valorisation pour eux. Ça fait chaud au cœur même, parce qu'avant, on n'a pas connu ça. Comme je disais, il y a plein de collègues qui sont déjà partis, qui n'ont même pas eu ce qu'il fallait. Et là, de voir depuis il y a 5 ans avec le défunt Cornet, on a eu la première. Et là, en recevant le courrier pour la deuxième, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est qu'on reconnaît le travail, parce que sans nous, il n'y a pas de travail dans les villes, quoi. Travailler tout ça de temps, se lever tous les matins. Mais là, depuis le mois dernier, je disais que si j'avais plus d'années de service, je serais partie en retraite. Je sens que je suis fatiguée. Parce que comme je suis technicienne de surface, c'est fatigant. Et surtout que je suis au Palais des Sports, c'est le gros ménage. Bien que j'ai une société avec moi, mais il faut gérer. C'est vraiment très important, surtout lors de moments comme ça. Vous savez, il y a beaucoup d'agents qui se donnent corps et âme, des fois même plus. Et au travers de moments comme ça, on peut les remercier. Mais moi, elle m'a beaucoup aidé. Vous savez, il y a des agents qui sont là et qui sont placés dans le secret, qui font beaucoup pour d'autres. Et pour moi, oui, c'était important de pouvoir lui faire ce petit clin d'œil, de lui rendre un petit peu de tout ce qu'elle m'a donné pendant toutes ces années-là. Ah oui, ça m'a beaucoup touché. Il m'a préparé ce matin. Enfin, il ne m'a pas préparé, il m'a dit qu'il sera là. Et il m'a dit de ne pas pleurer. Mais ça m'a fait plaisir parce que c'est un jeune que j'ai toujours encadré quand j'étais à la base nautique. Mais je l'ai toujours encadré. Il m'écoute, il est à mon écoute. Et le fait que j'avais perdu mon fils, ça va faire 17 ans qu'on avait tué mon fils. Il est toujours resté à côté de moi. Et là, le deuxième est parti au service militaire. Ça fait 4 ans. Et lui, pour moi, c'est comme si c'est mon fils. Il est directeur maintenant au palais, mais je lui emmène sa gamelle tous les jours. Pour moi, je lui ai dit que quand je te parle, je vais dire Monsieur Camoise, Monsieur directeur, mais l'amitié ne change pas. Il faut que le travail se fasse. Pour ça, il faut qu'il y ait des postes qui soient au-dessus d'autres postes pour organiser. Mais pour moi, un homme n'est pas plus un homme qu'un autre homme. Donc, à partir de là, je considère qu'il est important d'avoir une relation humaine avec les collègues. Et quand les collègues me le rendent bien, comme ma collègue Rosanne Nadine, eh bien, pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir vraiment de les fréquenter, d'être à leur côté. Et ils savent nous rendre. Ils savent nous rendre. Et dans son cas, elle me le rend vraiment très bien. La commune de Sainte-Rose a célébré la Semaine Bleue, un bel atelier en tout cas de plantation en présence des élèves du collège de Boisrada et des aînés de la ville. Un moment riche d'échanges intergénérationnels placé sous le signe de la transmission et du respect des savoirs agricoles traditionnels. Tout de suite les images de Lois Lane.
nous sommes avec une sixième, la sixième 1, la sixième EDD du Collège de Bois-Rada, donc Éducation Développement Durable. Donc, il faut savoir que c'est une option que les élèves ont. Et dans cette option, donc, nous avons 2 volets. Nous avons une aire marine éducative sur la plage de Cluny et nous avons aussi un jardin, la création d'un jardin donc, au Collège de Bois-Rada. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour un échange intergénérationnel dans le cadre de la Semaine Bleue. Un échange entre nos aînés et nos plus jeunes autour de l'agriculture. Au nom de CCAS, nous mettons en place des activités, des actions pour permettre de mettre tout cela en valeur et rencontrer les jeunes, rencontrer tout le monde et faire un maillage, en même temps un échange et permettre à toute la population de participer. Nous sommes là pour pouvoir partager, échanger et voir un peu ce que les adultes vont transmettre aux enfants et à nous-mêmes, hein, parce que des fois on est adultes et nous-mêmes nous ne savons pas planter. On a profité que ce soit la Semaine Bleue pour accueillir les aînés et aussi une classe du collège de Bois-Rada. Donc la classe de Dédé, avec Madame Jasmin, qui est professeure. Donc c'est pour faire une matinée, on va dire intergénérationnelle, avec les aînés, les enfants, pour que les aînés puissent apporter leur savoir, comment auparavant ils cultivaient, ils plantaient, et donner cette connaissance à nos enfants. Je leur ai fait comprendre que maintenant, quand on parle de bio, à l'époque c'était l'agriculture bio, parce qu'il n'y avait pas d'engrais, on ne mettait pas d'engrais dans les ignames. C'est uniquement avec la paille qu'on faisait ça. Et la culture de la canne aussi, on n'avait pas encore autant de machines. J'ai qu'à planter qu'on a. On faisait des boutures et avec des pioches, on plantait la canne. Je suis en train de planter de l'hibiscus et j'utilise de l'aloe vera pour essayer de favoriser le fait que ça pousse mieux. Et justement, en prenant l'aloe, ce sera comme un engrais naturel qui va essayer d'aider à favoriser la plante de l'hibiscus. Là, je suis en train de planter. Tout d'abord, il faut mettre de la terre. Puis, avec le doigt, il faut faire un trou. Puis, on prend un plant. Allez. Ça, c'est un plat de tomates. On le met, on enfonce un petit peu, on tient, on met de la terre. Faut mettre dans celui-là, on n'a pas le droit de mettre dans celui-là. C'est bon. On tape un petit peu. C'est bon. Et voilà. Un temps d'échange autour de la mise en place d'un atlas, celui de la biodiversité, a été organisé dans la ville de Bémao. Ce projet vise à inventorier les richesses naturelles, bien sûr, du territoire, avec l'accompagnement du bureau d'études Biotop. Tout de suite, un reportage de Solène Fèvre. L'Atlas de la biodiversité communale, ça permet vraiment de faire un inventaire de la biodiversité qui se situe sur la ville de Bémao. Et il y aura toute une partie participative où vraiment la population sera invitée à venir sur des jours spécifiques, à faire des inventaires, mais aussi tous les jours à pouvoir utiliser l'application, pouvoir prendre des photos et pouvoir nous faire remonter les informations d'espèces de la flore ou faunistique qu'ils auront pu voir. Et qu'on pourra ajouter à notre inventaire. Les zones qu'on a définies en jeu, c'est des zones sur lesquelles en fait on a de la connaissance ou au contraire un besoin de connaissance. On a besoin de réactualiser certaines connaissances. On a des zonages comme des sites qui sont en forêt publique, où il y a de la zone humide, donc des enjeux de préservation. On considère aussi les enjeux comme des enjeux de pression sur lesquels on peut avoir des usages qui vont dégrader, des colonisations d'espèces exotiques et envahissantes, et donc une attention à avoir sur ces zones. On a vraiment déjà, on va dire, éliminé celles où on a déjà eu des inventaires, celles où on travaille déjà dessus avec le Conservatoire du littoral, aussi l'ONF, l'Office national des forêts, et donc sur lesquelles il y a déjà des diagnostics, où il y a déjà eu aussi des actions, et aussi ou sur lesquelles on a déjà un plan de gestion. Les deux zones sont dans la partie nord-est de la commune, et en fait on va devoir les remodeler un petit peu, et ça va être donc une zone qui est donc sur un vrai corridor écologique, donc qui permettra de restaurer les continuités écologiques entre la Grande Terre et la Basse Terre, parce qu'on sait Bémao est un carrefour de continuité écologique, et toute la zone de nord-ouest qui présente de multiples enjeux avec des réservoirs de biodiversité et des sites sur lesquels on va essayer de mettre un petit coup de loupe. Là, notre ABC, on le fait sur 12 mois, donc sur un an.
Au total, nous, on a été quand même labellisés depuis 2023. Donc on a quand même pris un peu de temps à démarrer parce que c'est un très gros travail en fait à faire. Bien sûr, nous, on est vraiment dans une démarche globale. Donc en fait, on a un programme qui s'appelle Butterfly au sein de la commune. Et c'est un jeu de mots en fait pour Butterfly, le papillon, et baie de BMAO en fait. Et notre but, c'est de faire revenir le papillon à BMAO parce que le papillon, c'est un indicateur de biodiversité. Direction Vieux Habitants, où l'église Saint-Joseph, construite, je le rappelle, en 1636, a été, on va dire, considérée comme la plus vieille église de Guadeloupe, a rouvert ses portes, restaurée, modernisée. Après quelques mois de travaux, elle retrouve finalement toute sa splendeur. Entre héritage patrimonial et valeurs culturelles pour la commune, nous regardons tout de suite le reportage de Loïs Lane. Je tiens avant tout à remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à avoir cette belle restauration. En premier lieu, la collectivité régionale qui a participé, le président de région l'a expliqué, mais aussi les autres acteurs comme la DAC, la direction des affaires culturelles, qui ont participé au financement, et les techniciens de la ville de Vieux Habitants, les techniciens administratifs de la région, et l'architecte aussi qui était présent pour faire en sorte que les travaux puissent se réaliser parce qu'on est sur un bâtiment classé. Donc, il y a des précautions, il y a un travail à faire avec minutie. Ce qui a été fait, en moins d'un an, on a terminé les travaux. Et donc, je voulais aussi remercier l'ensemble des paroissiens. Le père Hanson qui a piloté, c'était le père Lavital au début, mais le père Hanson est arrivé en 2022. Et bien, tout de suite, après, avec la même dynamique, la même ténacité, les travaux qu'il fallait faire. Donc, on m'a réuni, on s'est concerté. Et en bonne intelligence, on a trouvé les voies et moyens pour arriver à cette réalisation. Quand je voyais la plus vieille église de Guadeloupe, je crois que c'est 1636, l'État qui était cette église, il fallait effectivement mettre en sécurité la population de les habitants, revoir un peu l'électricité, les fuites, la peinture. Et j'ai été vraiment très étonné quand je suis entré pour découvrir la plaque, voir à l'intérieur comment c'est magnifique. Donc voilà, comme je le dis, j'aimerais le dire, voilà, je suis très content. Féliciter tous ceux et toutes celles qui se sont donnés pour cette belle réalisation. Inaugurer une église au bout de quelques mois de travaux, qui a été d'ailleurs assez rapide, mais aussi avec beaucoup de sous dépensés, mais pour permettre à nos paroissiens, aux fidèles, d'entrer dans cette église, d'avoir un lieu de prière. Et en fait, l'église, elle est aussi ouverte à tout le monde, donc tous ceux qui désireront entrer dans ce beau lieu pourront le faire désormais. C'est un investissement qui a du sens parce qu'il y a une valeur patrimoniale très forte, une valeur culturelle, une valeur d'ouverture au monde, et tout simplement permettre par le beau, en fait, d'attirer, et le beau élève. Donc c'est ce que permettra et permet aussi les églises, surtout quand elles sont restaurées et qu'elles sont aussi belles. Il y a la valeur rassemblement, la valeur sociale, la valeur, on ne demande pas une carte d'entrée. Bien, tous ceux qui veulent entrer dans une église le peuvent, et surtout permettre par la convivialité aux personnes de se rencontrer. Et on l'a bien dit, ça manque aussi dans notre société, ce relationnel, se tourner vers l'autre et regarder l'autre pour ce qu'il est, un homme, une femme, un homme de Dieu ou un homme tout simplement, et comment on essaye d'être ensemble. Comme chaque année, le mois d'octobre est placé sous le signe de la sensibilisation au cancer du sein. Et en Guadeloupe, les clubs de tennis sont mobilisés depuis plusieurs années déjà à travers des actions locales de prévention. Mais cette année, la commission féminine finalement de la Ligue de tennis de Guadeloupe de Saint-Martin et Saint-Barth a voulu aller un petit peu plus loin en lançant la première édition des raquettes du ruban rose, un événement fédérateur qui unit sport, prévention et solidarité au service de la santé des femmes. Et pour en parler ce soir, j'ai l'honneur d'avoir deux invités. Tout d'abord, Madame Cabarrus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc présidente de la commission féminine. C'est cela. Vous êtes accompagnée aussi d'une membre active. Je me tourne cette fois-ci vers Madame Danican. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'être avec nous en direct. Je vous en prie. On va parler d'ores et déjà de cet engagement que vous voulez promouvoir à travers cet événement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler, Madame Cabarrus, de la volonté? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette première édition? Alors, j'ai envie de dire pourquoi cette première édition, tout simplement parce que nous sommes sensibilisés depuis bien des années maintenant par cette opération, par le cancer du sein. Mais cette année, on s'est dit, on ne va pas rester dans l'ombre, on va se mettre dans l'action et on va agir.
C'est vrai qu'en plus, l'un des piliers de cette initiative, et corrigez-moi si je me trompe, c'est bien de sensibiliser aussi au dépistage du cancer du sein. On sait que le diagnostic précoce peut sauver aussi des vies, mais la prévention reste encore un défi. Quelle place occupe cette dimension de santé publique dans votre démarche? Alors, c'est clairement de dire aujourd'hui, aussi bien aux femmes qu'aux hommes, la prévention, c'est le premier acte. Si on fait la prévention, on vous détecte un cancer du sein, vous serez soigné et vous allez vite guérir. Si on ne fait pas cette prévention, si on ne fait pas attention à sa nourriture, si on ne se fait pas soigner, eh bien, on sait ce qui va suivre. Tout à fait. Et on parle évidemment des femmes, mais aussi des hommes sont concernés par cette problématique. Tout à fait. Madame Danican, nous allons aussi parler de cet événement qui fédère finalement. Justement, la commission féminine affiche 3 grands axes, on va dire 3 grandes ambitions, dont en tout cas la 3e qui vise à soutenir la recherche en contribuant à l'achat d'une machine de photobiomodulation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Alors, cette idée nous est venue des foulées du ruban rose, tout à fait, du Lions Club, avec lesquels nous collaborons. Et alors, ils avaient déjà fait l'acquisition l'an dernier d'une première machine. Et apparemment, ils ont bien constaté les bienfaits et ils ont décidé d'en acheter d'autres s'il y a un besoin. Il y a quand même pas mal de personnes atteintes du cancer et cette machine aide à la cicatrisation et à la rémission. Donc du coup, nous avons décidé de nous lancer et de faire notre maximum pour récolter des fonds pour pouvoir acheter cette machine. C'est vraiment très très bien. On va rentrer maintenant dans les détails de cette programmation qui nous attend. Nous allons commencer par le 11 octobre, samedi, au Gosier. On commence avec un échauffement, on va dire, puisque ça se déroule sur 2 samedis. En tout cas, pour le 11 octobre, il va y avoir des conférences, des initiations. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de quoi il en est, des activités? Le public va s'attendre à quoi? Il va s'attendre à beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire. Alors, effectivement, c'est bien de commencer la journée par des activités sportives. Ça, c'est même pas que dans le cadre d'Octobre Rose, d'une manière générale. Le sport, c'est la santé, on le dit, on ne cessera de le dire, de le répéter. Donc, on va commencer bien se mettre en jambes avec un échauffement. On a une petite pause snacking, on dira. Oh, wow. Snacking. Il y aura des petites surprises, on ne va pas tout vous dire non plus. Non. Voilà. Nous aurons des conférences, ateliers avec diverses intervenantes. Donc, on aura une conseillère en images, Rebecca Leguillou, une intervenante en lithothérapie, Cynthia Le Breton, une kinésiologue. On aura aussi les médecins qui vont intervenir, donc Dr Joël Hotz, qui est oncologue, donc vraiment qui va nous parler du sujet, et une ostéopathe aussi dédiée aux femmes. Et bien sûr, on aura notre Miss Guadeloupe 2023, Jalilane Maes. Marraine de cette édition 2025. Voilà, et en fait qui a vécu cette année, on pourrait dire un petit drame, puisqu'elle a perdu sa mère qui a été atteinte du cancer du sein. Tout à fait. Donc, elle s'engage vraiment pleinement dans cette action, dans cette manifestation, et nous en encourage au maximum. Alors c'est vrai que quand on entend ces noms d'intervenantes, on entend des noms féminins. Oui. Est-ce que c'est important pour vous d'apporter cette image d'intervenante lors de ces 2 journées, d'entendre des voix féminines, des professionnels de santé, des professionnels tout court? Alors, disons qu'il est clairement, la femme sait parler à la femme, j'ai envie de dire. On se comprend par les mots, on se comprend par le regard, on se comprend par les gestes. Donc, il était effectivement important pour nous, par exemple, que Joël Hotz, qui est oncologue, qui a fait toute sa formation dans l'Hexagone pendant 5 ans, elle a été formée dans un centre de cancérologie et qui a voulu maintenant amener sa pièce à l'édifice Guadeloupe, parce qu'elle a voulu être dans son pays et aider avant tout son pays. Et bien, Joël va intervenir dans le cadre d'une conférence pendant à peu près 45 minutes, où là,
Elle va nous parler du cancer, des soins, comment pallier à certaines choses. Mais Joëlle ne se contente pas d'être que médecin. Il faut savoir que Joëlle c'est aussi une artiste que tout le monde connaît sous le nom de Baronne. Et en fin de journée, elle va nous interpréter avec son équipe, son pianiste, un morceau qu'elle a écrit spécialement dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, c'est vrai que nous avons les conférences, nous avons les ateliers, mais il va y avoir, je dirais, une partie aussi très festive, parce qu'il y aura Joëlle et également un groupe de salsa. Tumbao, il me semble. Tumbao, Metzklao. C'est ça, tout à fait. Et pour le 18, il me semble que ça se passera à Basse-Terre. C'est cela. Est-ce que c'est important pour vous de vous déployer sur tout le territoire en Guadeloupe? Clairement, parce qu'en fait, on se dit, mais tout se passe en Grande Terre. Souvent, oui. Et lorsqu'on dit aux Grande Terriens, bon, on fait quoi? On va à Basse-Terre, c'est loin. Excusez-moi les gars, vous sortez de Paris et vous allez à Marseille. Alors vous allez sortir de Grande Terre et vous irez à Basse-Terre et vice-versa. Donc il était important pour nous de mener cette action en Grande Terre, mais également aussi en Basse-Terre. Et donc le 18 octobre, on sera au Tennis Club de Basse-Terre à Rivière-des-Pères, où là, on va mener les mêmes actions que nous menons à l'hôtel de Salaco. On va faire les mêmes, mais j'ai envie de dire, en beaucoup plus sportif que la partie Grande Terre. Alors il me semble, parce qu'on parle du sport, que des personnes qui n'ont pas de licence peuvent quand même participer. Mais c'est ça l'idée en fait, parce que quand moi je suis arrivée au tennis, on est bien d'accord que je n'avais pas de licence. J'ai découvert le tennis à travers certaines personnes et forcément j'ai pris ma licence. Donc venez. Déjà, ne venez pas en vous disant je vais jouer au tennis ou j'ai envie de jouer au tennis. Venez découvrir ce que c'est que les sports de raquettes que propose la Ligue. Il y en a 4. Il y a le paddle, il y a le pickleball, il y a le beach tennis. On aura tout ça sur les 2 journées. Venez découvrir ce sport. Et pourquoi on vous demande de venir découvrir ces sports? Et le bras, c'est quand même tout près des seins. On parle de seins, on parle de rééducation. Et bien ce sont ces sports-là qu'il vous faut. Donc, oubliez le côté compétition, le côté, j'ai envie de dire, technique, et rejoignez-nous sur cette manifestation. Alors, côté pratique, c'est 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants, donc des tarifs accessibles pour que tout le monde puisse venir. Et en parlant d'accessibilité, on me dit aussi qu'il y aura une interprète en langue des signes. Est-ce que ça aussi, c'est important pour vous d'élargir le côté accessible? D'inclure un autre public qui aurait aimé participer à ce genre de manifestation, mais qui n'osent pas parce que pensent qu'ils ne vont pas pouvoir comprendre. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec Magali Mézino, la mère de Nophélie Mézino, et qui m'a dit, j'ai vraiment envie de venir, mais j'ai peur de ne pas pouvoir comprendre. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais pourquoi ce public ne pourrait pas participer? Et donc, du coup, on a cherché une interprète, et Chloé Jumet a accepté vraiment, dès qu'on lui a parlé du projet, de venir avec nous sur la manifestation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.